Merci de nous suivre, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue au 13h. Direction Koulikoro, une délégation de la Chambre de commerce et d'industrie de Koulikoro, conduite par son président, s'est rendue dans quelques points de vente de céréales. Objectif, faire le constat du maintien des prix du riz et du sucre fixés par les autorités de notre pays. Koulikoro, les précisions avec Agibou Koulibaly. Le président de la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie de Koulikoro a visité ce mardi certains points de vente de céréales pour constater si les consignes données par le ministre relatives au maintien des prix du riz et du sucre fixés par le gouvernement sont respectés. Après le passage du ministre, on a réuni le bureau et on a décidé d'entreprendre des démarches de sensibilisation pour que les gens comprennent et que ces prix soient respectés. Pour les responsables des commerçants détaillants, chacun doit faire un effort pour honorer son engagement vis-à-vis des autorités nationales. Même avant le passage du ministre du Commerce, on était en train de sensibiliser la population pour qu'on respecte le prix, qui est de 540 le kilo du sucre et 340 le kilo du riz importé, Brésil non parfumé et Brésil à raison de 25%. Quels que soient nos gains sur ce riz ou bien ce sucre, on est obligé de faire ce sacrifice pour notre population. Donc je crois que tous les commerçants doivent comprendre ça. C'est un geste patriotique et puis on veut faire ça surtout pour notre population. Malgré la visite du ministre Touré et la tournée de sensibilisation de la délégation régionale de la Chambre de commerce, certains commerçants font toujours la sourde oreille. Malgré cette instruction, on a constaté que les gens ne respectent pas les prix. À présent, certains continuent à vendre le sucre à 600 francs le kilogramme. La raison pour laquelle nous sommes déplacés, nous sommes rentrés dans le marché pour voir si les gens sont en train de respecter. En ce mois béni du Ramadan, chaque commerçant doit faire une concession pour que le maintien des prix fixés par les autorités du pays devienne une réalité à Koulikoro. Et à côté du sucre et du riz, l'un des produits les plus prisés par les musulmans en ce mois de Ramadan est la date. Elle est fortement recommandée pour la rupture du jeûne. Malgré la crise que traverse le Mali, le prix de la date reste très abordable par rapport à l'année dernière. Le kilo est vendu entre 450 et 1000 francs CFA selon la qualité. Cet aliment est jugé également très nutritif par les médecins. Découverte des vertus et symboliques de la date avec Adama Kamara et Ibrahima Traoré. Mois de Ramadan, à Bamako, les dattiers affichent de bonnes mines avec des fruits bien mûrs. Les dattiers, on en rencontre très peu au Mali, mais les marchés sont constamment inondés de dattes. Elles proviennent essentiellement d'Algérie via les régions du nord du Mali sous occupation. Une situation qui n'a pas influé sur les prix. Le kilogramme varie entre 450 et 1000 francs CFA selon la qualité, contre 600 et 3000 francs CFA l'année dernière. Une baisse qui se justifie selon les commerçants par le faible pouvoir d'achat des Maliens occasionnés par la crise que traverse le pays. On vend ça à 500, c'est le petit plaquette. Le gros, c'est 1000 francs, le gros. Ouais. Les cartons, 9250. Outre son rôle économique très important, la date est surtout très prisée par les musulmans. Elle est surtout recommandée pour la rupture du jeûne. Cet élément, il est beaucoup plus important parce que d'abord c'est de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous recommande au moment de la rupture. Il dit إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة. Si l'un d'entre vous veut rompre son jeûne, qu'il le rompt, n'est-ce pas, avec des dates, car elles sont considérées comme une bénédiction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même précisé que les dates sont considérées que les dates sont considérées comme un remède pour les maladies et qu'elles-mêmes ne contiennent pas de danger pour le consommateur. Les dates en ce moment précis, surtout pour le mois de carême, c'est une denrée de première nécessité et qui est très importante. Tout le monde en profite pour couper le jeûne avec. Les dattes sont des glucides. Après une journée de jeûne, elles permettent de compenser rapidement l'énergie perdue. Les glucides en général, c'est des aliments énergétiques qui fournissent pour 100 grammes d'un glucide, ça fournit 400 kilocalories.
C'est une énergie qui est rapidement mobilisable, contrairement aux lipides, c'est-à-dire les graisses, qui fournissent plus d'énergie. Pour 100 grammes, ça fait 900 kilocalories, mais qui ne sont pas mobilisées immédiatement. La dégradation est très lente et donc l'énergie qui va être mobilisée se fait beaucoup plus tard. Alors que pour les sucres, il y a les sucres rapides, comme le sucre lui-même, les dattes, et puis les sucres semi-rapides, comme les céréales, qui vont libérer de l'énergie, mais de façon un peu progressive. Donc les dattes jouent un rôle important en termes d'apport énergétique dans l'organisme. Les dattes, qui présentent sans doute de multiples vertus, s'invitent donc dans vos menus du jour. Mais attention, une consommation à l'excès fortement déconseillée. Bien sûr, Ibrahim, la date qui est donc recommandée pour la rupture du jeûne. La campagne de reboisement 2012 a débuté le week-end dernier à Kadiolo. C'est une initiative de l'association des ressortissants de la commune rurale de Fourou en collaboration avec les services techniques de l'agriculture et les eaux et forêts. L'événement est placé sous le signe de la paix et de l'entente au Mali. L'opération concerne 2 hectares. Le compte rendu de notre correspondant sur place à Kadiolo est Cheikh Nabachili. C'est le village Baloulou, situé à une quarantaine de kilomètres de est de la ville de Fourou, qui a servi de cadre pour abriter la présente journée de reboisement, initiée depuis l'année 2006 par l'association des ressortissants de la commune rurale de Fourou, résidente à Bamako, et leurs frères du Bercail, en collaboration avec les services techniques de l'État et la société minière de Siama. Selon M. Mahamadou Kone, président de l'association des ressortissants de la commune rurale de Fourou, cette journée de reboisement, qui est à sa 6e édition dans la commune, est placée sous le signe de la paix et de l'entente. Dans notre pays, le Mali, l'événement, qui s'inscrit également dans le cadre de la campagne nationale de reboisement, a mobilisé sur une superficie de plus de 2 hectares les populations du village Baloulou, et il aura permis de planter environ 3000 pieds d'arbres de diverses qualités mises à leur disposition par les responsables du cantonnement forestier et la société minière de Siama. Dans leur adresse, le sous-préfet de la commune rurale de Fourou, M. Tchefiri Sangaré, le président de l'association des ressortissants de la commune, M. Mahamadou Kone, et le maire de la commune rurale de Fourou, M. Sarif Kone, ont tour à tour invité les responsables villageois et les populations de Babloulou à s'impliquer davantage dans les activités de reboisement, toutes choses permettant de maintenir entre autres l'équilibre écologique dans la commune et aussi à bien entretenir les jeunes plants dénommés arbres de la paix et de l'entente. La visite des travaux de réalisation en cours du pont permettant aux populations rurales d'accéder facilement à la commune rurale de Fourou a mis fin à cette 6e édition des journées de reboisement de la commune rurale de Fourou. Et nous revenons ici à Bamako pour faire un tour dans la circulation, un vrai casse-tête, surtout au niveau du marché d'Abanani et celui de Médine. Et pourtant, il y a quelques mois encore, dans ces lieux, la circulation était fluide. Alors, que se passe-t-il? Pourquoi des embouteillages aujourd'hui et quelles solutions? Notre reporter Mahamadou Doumbia est allé en savoir davantage. Suivons. Il y a encore quelques mois, au niveau du Dabanani et du marché de Médine, tout allait bien. Il n'y avait pas d'embouteillage. Aujourd'hui, c'est le contraire. Impossible de circuler. Les gros porteurs, les taxis garés, les marchands qui tentent de s'installer sont de vrais calvaires pour les usagers de la route. C'est l'autorité qui doit venir, c'est telle que la mairie, la police et la gendarmerie. En cas d'accident, qui est responsable? Il faut qu'on respecte la loi. Au niveau de la mairie de la commune 2, tout est mis en œuvre afin de résoudre cette difficile équation de parking de gros porteurs et de marchands ambulants en vain. C'est un problème récurrent et que nous avons sensibilisé, même aujourd'hui, le maire de la commune 2 a demandé à la police de nous envoyer 6 éléments. Donc nous sommes en train de préparer encore une lutte contre ces gros porteurs-là. Mais Dieu seul sait que ce n'est pas possible. Les gros porteurs vous diront, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous, on cherche seulement à être stationnés. On ne nous a pas montré d'endroit. Mais nous, ce que nous voulons, c'est quand même la quiétude de notre population. Vous partez à Ngoulounina, on ne peut même pas les vendredis avoir accès même à la mosquée des vendredis à Ngoulounina. Donc, même si tu habites à Ngoulounina, si tu as un malade, pour avoir... Non, c'est terrible cette affaire-là. Donc nous, ce que nous avons compris, c'est de lutter contre les gros porteurs. Pas de stationnement, en tout cas à longue durée, n'est-ce pas, dans nos quartiers. Ça, vraiment, c'est notre objectif. Et nous allons vraiment nous y mettre. En plus de l'aspect embouteillage,
Durant l'hivernage, les eaux usées, les déchets des toilettes chavirent vers l'intérieur de la commune avec tous les désagréments. Et pour parer à toute cette situation, il n'y a aucune rubrique budgétaire. Nous, en commune 2, nous ne percevons même pas un copec au niveau du marché des Médines. Mais tous les désagréments, c'est la commune 2. Assainissement, eau usée et le déversement des toilettes. Tout ça, c'est la commune 2. Et Dieu seul sait que nous ne recevons rien au niveau du marché des Médines. Pas de taxes, pas de ristournes, absolument rien. Donc, là-bas aussi, c'est très très grave, c'est très inquiétant. Promenez-vous le long des collecteurs qui font face, n'est-ce pas, au marché des Médina Croix. Ça sent tellement mauvais. 90% de la population ne savent même pas que le marché des Médines ne relève pas de la commune 2. Mais c'est nous qui ramassons tous les désagréments. Donc franchement, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on se débrouille tant bien que mal d'assainir ce qu'on peut assainir. De sensibiliser la population à curer, davantage à curer, pour que ces déchets qui viennent, n'est-ce pas, du marché là, soient évacués très très loin de nous. A quoi fait mobile faut que n'atteint. Aïroni va monter ici après la fosse. Où il y a bête désordonné. Encore il y a solution bec. Au marché de Médine, face aux difficultés à gérer ce mal, ceux qui se disent responsables se cachent derrière des menaces proférées à l'encontre de l'équipe de l'ORTM. Et pourtant, si de tels faits ne sont pas décriés, le désordre a de beaux jours encore. Direction Samé maintenant, où il ne fait pas bon vivre également. Un gros tas d'ordures reste jonché dans le quartier, coupant en deux la route nationale reliant Bamako-Kati. Conséquence des maladies respiratoires, paludisme ça et là. Et pour débarrasser le tas d'ordures, il faut plus de 80 millions de francs CFA. Les autorités de la mairie du district et de la commune 3 sont à pied d'œuvre pour trouver une solution. Alpha Maïga nous amène à Samé. Ce sont là plus de 3000 mètres cubes de déchets entassés sur une superficie de 2500 mètres carrés, non loin des habitants et des usagers de la route exposés à des risques. Le spectacle est vraiment désolant. Très très mauvais même. C'est une route nationale comme la RN3. Toutes les notabilités du Mali ont passé pour aller voir Aya sur cette route-là. Quand on roule en voiture, arrivé là-bas, nous sommes obligés de monter les vitres. Sinon, ça sent très, très, très mauvais. Et ça gêne même des poumons. On respire mal. Quand il y a coup de vent, ça monte partout. On reçoit beaucoup de malades qui ont des affections respiratoires. Les enfants tombent malades à cause des affections respiratoires. Nous sommes en commune 3 au quartier Samé. Et ce lieu serait un dépôt de transit. On est en présence d'un dépôt aujourd'hui qui est spécial parce que c'est un dépôt qui est très mal situé. C'est un dépôt qui est en bordure d'une route nationale. Et c'est un dépôt qui n'est pas aménagé. C'est le district de Bamako qui a effectivement la responsabilité d'évacuer les déchets, les dépôts de transit vers la décharge finale. À l'instar du dépôt de Samé, il faut reconnaître que les élus des communes où se trouvent les dépôts de transit ne font pas d'efforts pour accompagner le district dans la gestion de ces dépôts. Alors, pour se débarrasser de ce nid de maladie, une synergie d'action est envisagée. Pour l'instant, certains travaux ont déjà commencé. On a évalué pour évacuer ce que vous êtes en train de voir, il faut 83 millions. On a identifié un autre site qui est une ancienne carrière qui n'est pas loin d'ici. Nous sommes en train de voir avec le département, avec tous les partenaires techniques, comment mettre en place une usine de transformation des déchets. Nous avons approché notre tutelle, nous avons approché le ministère de l'Environnement pour leur faire comprendre aujourd'hui des problèmes de ressources de la ville de Bamako, surtout à la veille de l'hivernage, afin que nous puissions être épaulés par l'État pour qu'on puisse faire face à cette question d'assainissement. Outre la mairie, les habitants du quartier n'hésitent pas aussi à déverser leurs ordures dans ces lieux, chose formellement interdite. La loi prévoit des sanctions, la simple convocation à la verbalisation, la sensibilisation, et ces auteurs récidivistes sont susceptibles d'aller même devant le tribunal parce que nous avons une loi 020 relative aux pollutions et aux nuisances. En attendant une décharge finale, solution la mieux indiquée, les populations du quartier Samé et environ et les usagers de la route nationale Bamako-Kati prennent tout simplement
leur mal en patience. Et ce n'est pas tout, une autre équation, le fleuve Niger également en danger. Produits chimiques, ordures ménagères, eau usée, ce sont entre autres facteurs qui polluent ce cours d'eau qui constitue une véritable source de vie pour la majeure partie de la population malienne. Et si rien n'est fait pour stopper le processus de cette pollution, la source de vie pourrait bien être toute une autre source dans quelques années. C'est le dossier de cette édition. Il est réalisé par Gaussou Touré, Mamadou Kouyaté et Salimata Ndao. Le fleuve Niger, qui constitue une véritable source de vie pour les Bamakois et les populations riveraines du Mali, perd petit à petit son étendue. Les raisons, l'ensablement et la prolifération de plantes aquatiques nuisibles. Aujourd'hui, le fleuve est menacé par un autre phénomène qui est la pollution. La pollution qui dégrade la qualité de l'eau et qui a des conséquences néfastes sur la santé des populations et des animaux aquatiques. Cette contamination de l'eau est due à plusieurs facteurs. La pollution du fleuve, c'est surtout la pollution qui vient de la ville, les eaux usées. Mais il y a également le fait que les gens utilisent beaucoup les bordures du fleuve. Vous voyez les teinturières, ceux qui font la lessive au bord du fleuve, tous ceux qui font l'extraction de sable. Il y a également le fait que les GIE, les nombreux GIE qui sont chargés de la collecte des ordures en ville, viennent nuitamment déverser l'ensemble de l'ordure parce qu'on n'a pas encore une bonne maîtrise de la gestion des dépôts où on doit jeter les ordures. Certaines teinturières mènent leurs activités à même dans le lit du fleuve. Pour elles, c'est l'aspect économique qui prime. C'est notre gagne-pain. Nous nourrissons toute notre famille de ce métier. Nous sommes toutes des pauvres. Laisse travailler ici. Je suis élève et je travaille ici pendant les vacances pour me payer ce dont j'ai besoin à la reprise. Si on nous chasse d'ici, qu'allons-nous faire? Pour éviter que le fleuve soit pollué, il faut mener une forte campagne de sensibilisation. Et c'est ce que fait l'agence du bassin du fleuve Niger. Nous essayons de faire ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. Nous avons fait une campagne d'enlèvement de plantes aquatiques à la cité du Niger. Le canal était complètement envahi. On l'a fait il y a 3 ans, mais aujourd'hui c'est encore infesté. Nous l'avons fait l'année dernière dans l'office du Niger, à l'OPIB à Baginda, et nous sommes en train de prendre des dispositions pour le faire aussi dans l'office du Niger. Mais c'est surtout la sensibilisation que nous faisons, voilà, pour demander aux gens de veiller, en tout cas sur les bordures du fleuve qu'ils utilisent, veiller à ce qu'ils ne polluent pas le fleuve. Mais il faut reconnaître que c'est un travail extrêmement difficile. La pollution sera fortement atténuée le jour où on arrivera à mettre en œuvre le plan d'assainissement de Bamako, à canaliser les eaux usées et à les canaliser, à les drainer vers des stations d'épuration qui filtrent l'eau avant que ça n'aille dans le fleuve. Cette sensibilisation aboutit souvent à la réalisation de certains projets. C'est ainsi que le centre de teinturerie artisanale de Yanegla a été ouvert grâce à l'UNESCO avec l'appui financier de l'Union européenne dans le cadre du projet Niger-Loire, Gouvernance et Culture. On a aménagé un endroit où les teinturières viennent pour exercer leurs activités sainement. Les eaux sont collectées, sont déjà filtrées avant que ça n'aille dans le fleuve. Avant, j'étais au bord du fleuve. J'ai arrêté parce qu'on dit que les produits chimiques polluent l'eau. Le centre a permis d'assainir le quartier et l'eau de puits qui était imbuvable est aujourd'hui propre. Celles-ci disent être conscientes du danger que court la population suite au déversement des produits chimiques dans le fleuve. Mais pourquoi sont-elles encore là? C'est vrai que les produits chimiques ne sont pas bons pour le fleuve, mais il faut un lieu pour travailler. Ainsi, le fleuve ne sera pas pollué et nous serons ravis. Ils veulent qu'on quitte le bord du fleuve, qu'ils nous donnent un lieu. Pour savoir la réaction des autorités par rapport à cette requête, nous avons fait un tour à la Direction nationale de l'assainissement, du contrôle des pollutions et des nuisances. Comme vous le savez, le bassin, chaque femme a ses motifs. Et pour les rassembler, souvent, ce n'est pas facile. Mais généralement, c'est les communes qui leur, en tout cas, donnent les espaces où elles peuvent travailler. Et comme cela, avec la nouvelle station, on prévoit de faire des puisards.
n'y a pas de puisard, l'eau sera enlevée pour être traitée au niveau de cette station. C'est ce qu'on est en train d'organiser actuellement. Maintenant, on est en discussion pour trouver d'autres sites à d'autres endroits de la ville. Notamment, notre objectif, c'est que dans chaque commune qui borde le fleuve Niger, qu'il y ait un site comme ça réservé aux teinturières. Sinon, c'est une activité qui est extrêmement polluante. À jacinthe d'eau douce, la présence de cette plante dans le fleuve indique la pollution provoquée par les eaux usées déversées à partir des hôtels et usines. Des dispositions sont prises pour minimiser les risques. On avait écrit à toutes les unités qui polluent le fleuve, tels que les hôtels et les banques et même la primature, on avait demandé à ce que chacun mette en place un système d'épuration des eaux. Raison pour laquelle au niveau de la zone industrielle actuellement, il y a une station compacte qui permet d'épurer toutes les eaux de la cité administrative avant de les rejeter dans le fleuve. Certains pollueurs refusent de coopérer avec les autorités. Dans ce cas, des sanctions sont prises. Il y a eu beaucoup de sanctions. Les sanctions vont pour les petites unités jusqu'à 500 000, 1 million. Et les grandes unités, ça va jusqu'à 10 millions. Ça permet quand même aux gens de se ressaisir. Les populations riveraines qui contribuent à la pollution du fleuve sont les plus affectées par les conséquences, puisqu'elles sont en contact direct avec cette eau de mauvaise qualité. On y fait la lessive et la vaisselle. Tout cela salit l'eau. Les enfants se baignent dedans et ça leur donne des maladies. Si les autorités arrivent à trouver une solution, ça nous fera plaisir. Pour justement protéger le fleuve Niger, l'ABFN mène des activités consacrées à l'aménagement des berges. Cette esplanade-là, il est intéressant pour nous parce que ça préfigure un projet que nous voulons mener. C'est l'aménagement des berges de Bamako, de Sebeni-Kourou jusqu'à Sotiba, sur les deux rives, et puis avec une récupération de terre comme ça. Cette récupération de terre permet de faire des aménagements pour le développement économique, mais ça permet aussi de sécuriser le fleuve parce qu'en le faisant, nous allons mettre il y a 4 stations d'épuration qui sont prévues et donc qui vont permettre d'assainir complètement le fleuve. La BFN a un rôle important à jouer dans la lutte contre la pollution du fleuve, mais elle ne pourra pleinement mener sa mission à bien que quand les grands pollueurs commenceront à lui payer des redevances. Nos textes sont prêts actuellement et attendent d'être examinés par le gouvernement pour que la BFN puisse percevoir les redevances sur tous les usagers et les pollueurs du fleuve Niger. Et ce sont ces redevances-là qui devront nous permettre d'avoir les moyens suffisants pour créer des mini-stations d'épuration, pour faire la sensibilisation, pour aménager les berges. Pour que les populations disposent d'une eau plus ou moins saine, les autorités ont créé l'Agence nationale de gestion des stations d'épuration du Mali, ANGESEM. Cette structure traite les eaux usées avant de les déverser dans le fleuve. Il est à retenir que malgré la réalisation de tous ces projets, le degré de pollution du fleuve prend de l'ampleur et selon le directeur de l'Agence du bassin du fleuve Niger, si toute la population ne s'active pas pour la protection de ce cours d'eau, l'inimaginable pourrait arriver dans quelques années. On espère que des solutions rapides seront trouvées à tous ces problèmes pour que le citoyen malien vive paisiblement. Merci de votre attention. Vous aurez d'autres informations dans nos éditions du soir, 18h, 20h45. Ce sera avec Aoué Touré. Nous sommes de cœur et d'action avec nos compatriotes des régions du nord du Mali vivant sous occupation. On ne les oublie pas. Merci et bonne suite du programme.